Le podcast de la CPTS Paris 8. Alors bonjour ou bonsoir à tous, parce qu'on ne sait jamais d'ailleurs quand les gens écoutent le podcast, si c'est le matin, la nuit ou en voiture, soyez prudents. Je suis avec Camille Échalier et Jean-Noël Goubier. Et bonsoir. Bonsoir ou bonjour. On va parler encore, le dernier podcast c'était sur la paralysie du plexus liée à des lésions du plexus brachial. On va continuer sur la même voie, mais dans une autre spécialité un peu différente. Au moment de l'obstétrique, au moment de la naissance du bébé, du nourrisson, il y a souvent des lésions du plexus brachial qui peuvent survenir. Et là aussi, vous pouvez intervenir, je crois. Alors oui, donc la paralysie obstétricale du plexus brachial, ça concerne tous les paralysies liées effectivement à la période de l'accouchement. Pendant l'accouchement, il peut y avoir des raisons liées au bébé, qui peut être un gros bébé, qui peut avoir du mal à passer la filière génitale, ou alors il peut y avoir parfois une urgence pour que le bébé soit sorti, soit pour un risque vital pour lui ou pour la maman. Et dans ces cas-là, il peut y avoir un étirement au passage, vraiment à la sortie du vagin. Donc un étirement entre le cou et l'épaule. Et ça peut occasionner des lésions nerveuses au niveau de ce fameux plexus brachial. Soit des avulsions, soit des ruptures. Donc on s'en rend compte relativement rapidement parce que en fait, tout ou partie du membre du bébé, donc son bras, son épaule, ne vont pas bouger. Les petits bébés, ils font des petits mouvements assez désorganisés. Et donc, sur un des côtés, rarement des deux côtés, ils n'auront pas ces mouvements, ce qui permettra de suspecter une lésion à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'il soit déjà adressé par une équipe spécialisée dans la prise en charge de ce type de paralysie rapidement pour que déjà l'information puisse être délivrée aux parents parce que ça peut être des choses qui peuvent être vécues comme un drame, évidemment. Donc, on ne s'attend pas à ce genre de nouvelles quand on attend un petit bébé. Et surtout pour que la prise en charge soit la plus précoce possible, de manière à ce qu'il soit surveillé sur le plan clinique pour savoir s'il récupère ou pas. Parce que même si les lésions peuvent sembler très graves au départ, heureusement, il peut y avoir une récupération spontanée qui ne nécessitera pas de geste chirurgical. D'accord. Et là, généralement, on s'adresse tout de suite à vous ou comment ça, c'est l'obstétricien qui vous envoie le patient ou c'est eux-mêmes qui s'en occupent ? Oui, dans la plupart des cas, c'est effectivement le service obstétrique qui adresse le patient à un chirurgien spécialisé. Et parfois, les parents aussi se renseignent de leur côté et trouvent un chirurgien spécialisé. Il y a peu d'équipes qui font ça en France. Mais effectivement, c'est important de prendre un rendez-vous assez rapidement parce que la surveillance doit être précise et précoce pour pouvoir poser une indication chirurgicale ou pas. Il faut quand même savoir qu'effectivement, dans la plupart des cas, la récupération est la règle, 8 cas sur 10. Mais chez 2 patients sur 10, chez 2 bébés sur 10, il faut être capable de poser l'indication chirurgicale pour laisser le moins de séquelles possible sur le membre supérieur. Et donc là, vous allez intervenir entre... c'est quoi le délai admissible pour intervenir ? Alors, l'idéal, c'est lorsqu'on voit le bébé, si le bébé n'a pas de flexion du coude, de contraction du biceps plutôt à 4 mois, il faut envisager une intervention chirurgicale. Et cette intervention, elle doit se faire entre 4 et 6 mois. Avant 6 mois, c'est l'idéal. Et là aussi, il y a de la rééducation ou il y a de la stimulation musculaire, par exemple ? Non, pas forcément. Alors chez le bébé, globalement chez l'enfant, la rééducation n'en fait jamais avec son activité quotidienne. Même la mobilisation des articulations n'est pas nécessaire. Non, généralement c'est pas nécessaire. On peut en faire un peu plus quand ils sont un peu plus âgés, quand ils sont 3-4 ans, ils peuvent faire un peu d'activité sportive un peu plus ciblée, mais généralement à cet âge-là, la rééducation n'est pas nécessaire. C'est des petits bébés qu'on préfère effectivement opérer avant le 6e mois, mais le message aussi à passer, c'est que si des parents concernés par ce problème entendent ça et que leur bébé est un peu plus âgé,
il faut quand même consulter une équipe spécialisée parce qu'il peut y avoir des choses à proposer, pas forcément en termes de chirurgie nerveuse. Parfois, on peut un petit peu pousser les délais d'intervention en chirurgie nerveuse, un peu au-delà de 6 mois, mais tout n'est pas perdu. Donc ça, c'est vraiment un message à passer. Et puis, ce sont des bébés qui, s'ils n'ont pas été opérés ou s'ils ont été opérés, de toute façon, nécessitent un suivi spécialisé, puisque ce sont des petits êtres en croissance. Donc, ils vont grandir avec cette paralysie. Il peut y avoir donc un squelette qui ne va pas tout à fait se développer comme il l'aurait dû s'il avait été utilisé et mobilisé normalement. Donc ça, c'est important aussi que les parents qui pourraient écouter ce podcast l'entendent, qu'il y a des choses à proposer au fur et à mesure de la croissance de leur enfant. Très bien. Et là aussi, il peut y avoir éventuellement des interventions programmées plus tard, en imaginant, je ne sais pas, en imaginant que vous êtes intervenu sur un bébé, il continue, tout n'a pas été réparé, il reste des lésions, vous pouvez réintervenir éventuellement ? Tout à fait. Parfois, effectivement, la chirurgie nerveuse ne permet pas d'acquérir toutes les fonctions qu'elle aurait pu. Et dans ces cas-là, à l'âge de 4-5 ans, on peut faire des transferts tendineux, des transferts musculaires. On peut en faire à 8 ans, à 10 ans. Il y a plein de possibilités pour améliorer la fonction des enfants, et c'est pour ça qu'effectivement le suivi doit être régulier. Généralement, on suit ses enfants depuis J0 jusqu'à 15 ans. Oui, jusqu'à la puberté. Jusqu'à la puberté, voilà. Et transfert tendineux, transfert musculaire. Alors, transfert tendineux, c'est-à-dire qu'on prend un muscle et son tendon et on change sa fonction. C'est-à-dire qu'un muscle fléchisseur, on peut le transformer en muscle extenseur en changeant sa zone d'attache de façon à ce que sa fonction soit différente. Et ça permet par exemple de faire un transfert. Dans un transfert de grand dorsal, on va prendre un muscle qui permet de mettre l'épaule en arrière, et on va disposer son tendon de façon à ce qu'au lieu de mettre l'épaule en arrière, il fait une rotation de l'épaule pour permettre une certaine rotation et une meilleure orientation du bras dans l'espace. Et là, il va apprendre naturellement, les enfants à faire ce geste tout à fait. En peu de temps. La plasticité cérébrale chez l'enfant est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Je confirme, j'ai une petite fille, je la vois pousser, c'est extraordinaire. Non, c'est assez fantastique. Donc, en fait, pour les enfants, contrairement aux adultes, pour les enfants, vous allez les suivre jusqu'à la puberté, lorsqu'il y a eu un tel traumatisme. Alors, bien sûr, le traumatisme peut être plus ou moins important. Tout à fait. Et donc, les interventions aussi, elles, en fonction de l'état clinique des bébés, quoi. Tout à fait. Alors, quand ils sont suivis depuis qu'ils sont nourrissons, ils sont suivis, puis arrive l'adolescence qui est une période parfois un petit peu de rébellion. Donc, c'est des ados qui peuvent parfois un peu refuser ou arrêter ou laisser tomber leur rééducation et qui, un peu plus tard à l'âge adulte, vont reprendre rendez-vous pour refaire le point, etc., pour savoir ce qui est possible d'envisager. Mais effectivement, dès la naissance et jusqu'à tard dans leur vie, ils sont suivis de façon assez rapprochée, notamment du fait de cette fameuse croissance, puisqu'ils grandissent comme tout le monde, qui va avoir un impact, la paralysie va avoir un impact sur la croissance du membre supérieur concerné. Donc c'est important de les suivre. Et peut-être aussi sur l'ensemble du squelette et de la fonction. Ils risquent d'avoir des malpositions oui. Non, à cause de cette paralysie. Tout à fait. Et le sport, là, ils pourront faire quand même du sport, avoir des activités physiques. Alors oui, bien sûr. Je pense que les Jeux Olympiques nous ont montré que les parathlètes pouvaient faire plein de choses et de grandes choses. Donc effectivement, comme ils ont cet handicap souvent depuis qu'ils sont tout petits, ils ont appris à grandir avec. Et encore une fois, la plasticité cérébrale est assez fantastique puisque, entre guillemets, ils finissent par s'accommoder de
cette perte de fonction et ils arrivent à faire des choses fabuleuses qu'un adulte qui arrivé à l'âge adulte sans cette paralysie, qui finalement a une paralysie à un âge plus avancé, va pas avoir forcément la même capacité d'adaptation. Donc ça aussi, on voit des choses assez dingues. Et donc, oui, le sport, bien sûr, et c'est super si, au contraire, qu'ils puissent en faire. À propos, c'est fréquent, ce genre de lésions? Alors heureusement non, ça a fortement diminué depuis les années 70 parce que maintenant la prise en charge obstétricale est quand même excellente en France. C'est malheureusement un peu plus fréquent dans les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique tout court. Donc on voit encore des patients effectivement d'Afrique du Nord venir nous voir en consultation. La fréquence elle est moins de 1 pour 10 000 il me semble. Hein. Donc maintenant c'est quand même très limité et encore une fois la récupération souvent spontanée et très bonne. On n'opère pas tous les patients, loin de là, heureusement. Eh bien, merci beaucoup Camille, merci Jean-Noël, c'était encore hyper intéressant. Merci à vous.